Direction maintenant les étoiles et l'infini avec l'invité au cœur de l'info ce soir, Fatoumata Kébé. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24. Fatoumata Kébé, vous êtes astrophysicienne spécialiste des débris spatiaux. Vous êtes considérée par beaucoup comme l'étoile montante de l'astronomie. Vanity Fair vous a classé en 2018 comme l'une des personnalités françaises les plus influentes au monde. Vous êtes autrice de plusieurs ouvrages, parmi lesquels le dernier en date, Au-delà du ciel, aux éditions Les Arènes, un livre absolument magnifique et ultra pédagogique. Vous expliquez 57 clichés qui ont été pris par les télescopes dernière génération, notamment le fameux James Webb, qui nous a fourni donc des photos de zones jusque-là inexplorées avec une précision inégalée. Et vous y exprimez donc en termes très accessibles des concepts que parfois notre cerveau a du mal à appréhender, tout simplement. Revenons tout d'abord, avant d'évoquer les clichés de ce livre et de nous les expliquer d'ailleurs, revenons tout d'abord sur votre parcours. Vous avez donc 38 ans, vous êtes né à Montreuil, vous avez grandi à Noisy-le-Sec et c'est donc à l'âge de 8 ans, si je ne me trompe pas, que vous décidez que vous allez faire votre carrière au milieu des étoiles. Exactement, c'est vraiment un bouquin et des images du ciel qui m'ont donné envie de travailler dans ce domaine-là et c'est ce que je fais actuellement. C'est ensuite, à l'âge adulte, vous dites, à une vingtaine d'années, que vous découvrez pour la première fois le ciel étoilé. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience ? Oui, c'était à l'âge de 24 ans. Donc, j'étais en formation aux États-Unis, en Californie, à NASA Ames. Et un week-end, deux collègues avec qui je faisais la formation m'ont proposé de les accompagner passer un week-end au parc national de Yosemite. Et c'est là-bas, de nuit, que j'ai pu découvrir pour la première fois de ma vie un ciel étoilé et voir ce pourquoi je travaillais autant. Où est-ce qu'on peut voir les plus beaux cieux au monde, selon vous ? Alors, je ne ferai pas de classement. En France, en tout par cas, exemple ? En France, je recommande d'aller dans ce qu'on appelle les réserves internationales de ciel étoilé. Il y en a 5, comme le plateau de Azur-Mercantour et le parc aussi national du Vercors. Mais oui, en France, il y a de bons endroits où observer un ciel étoilé. Alors, à l'issue de longues études, vous finissez votre thèse à 30 ans. Cette thèse porte justement sur les débris spatiaux. On va voir dans quelques instants une photo de vous avec votre directeur d'université à la Sorbonne, une photo qui vous tient à cœur. C'était effectivement une étape majeure de votre vie, cette thèse sur les débris spatiaux. Oui, en fait, c'était surtout que ce moment où j'étais avec donc, Monsieur Chambaz, à l'époque président de Sorbonne Université, c'était l'achèvement en fait de mes études. Donc, et oui, donc c'était sur les débris spatiaux, un domaine qui recoupe deux de mes passions, que sont l'astronomie et également l'environnement. Alors avant de revenir sur le livre qui est au cœur de notre entretien, peut-être une question sur votre spécialité. Donc ces débris spatiaux, il y a 138 millions de débris. Certains d'ailleurs atterrissent de temps en temps sur Terre. On va voir une photo d'un débris spatial qui a atterri en 2013 au Zimbabwe, une photo que vous nous avez fournie. Comment est-ce que ça peut atterrir sur Terre et puis comment gérer ce problème qui est quand même majeur dans l'espace ? Oui, alors un débris spatial, en fait, pour commencer, c'est les vestiges d'activité humaine dans l'espace, donc autour de la Terre. Et un des problèmes des débris, c'est qu'ils peuvent retomber sur Terre. La plupart du temps, soit ils sont détruits par l'atmosphère, soit ils atterrissent dans les océans. Et dans l'image, en fait, on voit que c'est retombé sur terre ferme, au Zimbabwe. Et ce qu'on voit, en fait, c'est un engin spatial qui vient d'une fusée américaine qui avait été lancée en 1975 et donc qui est revenu sur Terre naturellement en 2013. Quelle solution, vous pensez, pour gérer ce problème des 138 millions de débris dans l'espace ? Qui ont été déterminés. Alors, une des solutions, c'est le nettoyage de l'espace. Donc, on en est aux prémices de cette Avec quelle activité. Alors, c'est toujours en cours d'étude, notamment avec l'entreprise suisse ClearSpace, qui travaille sur ça en partenariat avec l'Agence spatiale européenne et qui, en 2025, normalement, va lancer sa mission pour tenter de nettoyer, de retirer un débris de l'espace. Et l'autre solution qui est clairement à long terme, c'est celle d'avoir un cadre juridique international pour préserver l'environnement autour de notre planète. Revenons maintenant à votre livre, Au-delà du ciel. Dans ce livre, je le disais, ultra pédagogique, vous expliquez de manière très simple des clichés qui ont été pris par des télescopes, notamment le télescope assez célèbre James Webb, mais pas que. Ces clichés qui nous sont récemment parvenus ont révolutionné, disons, notre connaissance de l'univers ? Clairement, puisque James Webb voit des choses que les autres télescopes ne pouvaient pas voir. Et c'est pour ça qu'on prend, par exemple, certains clichés que j'ai dans le livre. On peut retrouver des clichés qui ont été pris de ces mêmes corps célestes il y a 20 ans. Et clairement, on ne voit pas du tout les mêmes choses. Et James Webb
Dans les images du James Webb, on a beaucoup plus de données, en fait, sur ce qui se passe là-haut. C'est-à-dire? En fait, on traverse les poussières qui, avant, nous cachaient certains aspects qu'il y avait dans l'univers, et notamment des régions où des étoiles se forment. Et ça permet aussi d'en savoir plus sur l'origine de notre monde? L'origine de notre monde, l'origine de l'univers, aussi ce qu'on appelle la distribution de la matière dans l'univers, pourquoi à cet endroit-là on a tel type d'astre et pourquoi tel élément chimique est plutôt dans cet endroit-là que dans un autre. Ces photos, on le sait, nous parviennent avec un certain décalage temporel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Temporel, parce que nous, êtres humains, pour qu'on voit quelque chose, il faut que la lumière atteigne nos yeux. Et la lumière met un certain temps à arriver. Par exemple, le Soleil, qui est à environ 150 millions de kilomètres de nous, le temps que la lumière du Soleil quitte le Soleil et arrive jusqu'à nous, il va se passer 8 minutes et 20 secondes à peu près. Et donc, si on observe le Soleil avec les précautions nécessaires, on voit le Soleil tel qu'il était il y a 8 minutes et 20 secondes. Et en fait, on réplique le même calcul pour tous les astres qu'il y a dans l'univers. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que de l'astronomie, que c'est la science qui étudie le passé des astres. Donc, en fait, quand on regarde le ciel, enfin, en tout cas avec des télescopes, on regarde en fait le passé. Exactement. D'accord. On va maintenant jeter un petit coup d'œil aux clichés qui composent votre livre. Des photos vraiment absolument magnifiques, avec des couleurs aussi particulièrement incroyables qu'on pourrait croire sorties de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où viennent ces couleurs qu'on trouve au fond de l'espace? Oui, alors quand nous, on parle de lumière dans le langage commun, c'est la lumière qu'on voit comme celle qu'on voit sur le plateau. Mais en fait, la lumière, il y a une toute petite partie de la lumière que nous, êtres humains, pouvons voir, mais il existe plein d'autres types de lumière. Rayons X, ultraviolet, pour ne citer qu'elles. Et en gros, en astronomie, on va observer différents types de lumière et ensuite, on va les combiner sur une même image dans certains cas. Donc, on va mettre en évidence la lumière qu'on a perçue en rayon X, la lumière qu'on a perçue en infrarouge, la lumière qu'on a perçue dans le domaine optique, qui est le domaine que nous, vous et moi, pouvons voir. Et on va mettre tout ça dans une image. Et c'est là qu'on aura de très belles images. Et aussi, des fois, on va mettre en évidence certains aspects qu'on voulait mettre en évidence sur ces images. En sachant que les agences spatiales, elles ont des codes de déontologie et même des règles à suivre dans le traitement des images astronomiques. Qu'est-ce qu'on voit derrière vous, là? C'est le Soleil? Oui, c'est notre étoile. L'étoile de notre système solaire, le Soleil, dont l'activité nous permet de vivre sur Terre. Alors, parmi les photos, encore une fois, toutes magnifiques de cet ouvrage, mes préférées sont les nébuleuses. Coup de cœur personnel pour les piliers de la création. On va bientôt voir un cliché de ces piliers de la création, un cliché seulement d'une partie. Voilà, on le voit derrière vous. C'est une partie, je crois, de la nébuleuse qui est longue, si je ne me trompe pas, de 8 années-lumière. Exactement. Donc du sommet, enfin de la base au sommet de cette nébuleuse, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Ce qu'elle nous apprend, c'est beaucoup de choses. Tout d'abord, elle nous rappelle l'immensité de l'univers, puisque là, vous parlez de 8 années-lumière. Une année-lumière, c'est environ 9500 milliards de kilomètres. Et ça nous montre le processus, notamment de formation des étoiles, parce qu'il y a des étoiles qui sont en train de se former dans ces piliers de la création. Et il y a des étoiles qui sont déjà dans cette structure. Et ces étoiles, elles émettent un vent stellaire. Et ce vent stellaire, il érode la structure des piliers de la création, qui font que dans quelques millions d'années, des centaines de millions d'années, ces piliers vont disparaître. Autre chose qu'on a dans ce livre et qu'on a énormément de mal, disons, à concevoir avec notre cerveau, qui donne même parfois le vertige quand on y pense, c'est le trou noir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en termes simples ce qu'est un trou noir, en l'occurrence là supermassif? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un trou noir, c'est une région de l'espace où le champ gravitationnel est tellement important qu'il va attirer tout ce qui se trouve autour de lui. Donc, un trou noir, on ne le voit pas, mais on voit tout ce qui se trouve autour de lui. Et les étoiles massives, donc qui ont une masse qui est entre 8 à 10 fois, voire plus massive que le Soleil, lorsqu'elles vont mourir, elles vont exploser. Et l'explosion peut être tellement cataclysmique que ça va former un trou noir. Et donc, ce qu'on voit dans l'image, justement, c'est toute la matière qui a été déformée par le trou noir. Et ce trou noir, c'est celui qui est au centre de notre galaxie et qui s'appelle Sagittarius 4 étoiles. Et c'est vrai que quand on voit cette image, on pourrait se dire que c'est pas beaucoup quand on compare avec la qualité de nos smartphones aujourd'hui en termes de photos. Mais là, c'est clairement une prouesse qui a été réalisée par mes collègues, puisque ce trou noir est à environ 26 000 et quelques années-lumière de nous. Et une comparaison qui a été faite, c'est comme si vous preniez la photo d'un beignet sur la Lune. Donc c'est juste incroyable en termes de capacité.
Et ça a été pris il y a environ 2 ans. Autre coup de cœur personnel, la nébuleuse de la Carène. Oui. On va peut-être pouvoir la voir en image d'ici quelques instants. Pareil, cette nébuleuse de la Carène, qu'est-ce que vous pouvez nous en expliquer? Qu'est-ce qu'elle dit à nouveau de l'origine de notre monde? Alors, la nébuleuse de la Carène, pareil, il y a des étoiles qui se forment dans cette nébuleuse. Et là, sur l'image, on a ce qu'on appelle les falaises cosmiques qui s'y trouvent. Et ce qui est intéressant avec cette nébuleuse, c'est que ça rappelle qu'il y a certains objets célestes. Si vous souhaitez les voir avec un télescope, il faudra aller dans certains endroits du monde, parce que cette nébuleuse, elle n'est visible que depuis l'hémisphère sud. Donc, depuis la France métropolitaine, on ne la verra pas. Et oui, c'est juste incroyable, toutes ces étoiles qu'on retrouve dedans. Et pareil, cette structure qui s'érode avec les vents stellaires. C'est-à-dire que ça disparaît progressivement? En fait, on parle plutôt d'érosion, en tout cas, dans le cas de la nébuleuse de la Carène, pas comme pour les pays de la création. Votre coup de cœur à vous, c'est tout simplement la Voie lactée. Oui. Pourquoi? C'est ce qui est visible à l'œil nu, normalement, si on est dans une zone préservée de toute forme de pollution. Et comme c'est notre galaxie, en fait, pour moi, c'est la notion de notre maison qu'on peut observer depuis la Terre. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette image. Voilà, c'est quelque chose qui est visible. Vous avez, Fatoumata Kébé, à cœur, on le sait, de transmettre vos connaissances au grand public, notamment à travers ce livre, mais aussi aux plus jeunes, et notamment aux jeunes des quartiers défavorisés. En 2014, vous créez l'association Éphéméride qui enseigne l'astronomie aux jeunes de quartiers dits difficiles. C'est quoi votre message à ces jeunes, que tout est possible, à qui s'en donne les moyens? Alors, moi, je ne décris pas comme des jeunes venant de quartiers difficiles, c'est venant de zones où ils sont défavorisés. En fait, c'est des jeunes à qui les moyens ne sont pas donnés très tôt dans leur vie pour qu'ils puissent réussir et qu'ils puissent s'autoriser à avoir des rêves, des vocations. Et donc, c'est juste leur apporter, c'est leur apporter en fait ce que moi, je n'avais pas à l'époque, c'est-à-dire accès aux sciences de l'astronomie et du spatial. Et c'est aussi faire en sorte de leur ouvrir les voies du possible, en étant à leur côté, dans la découverte de ces domaines que je trouve fascinants. Et concrètement, vous faites quoi avec eux? Alors, c'est des rencontres avec des experts dans le domaine du spatial et de l'astronomie. C'est par exemple travailler avec l'ambassade des États-Unis ici à Paris, qui invite de temps à autre des chercheurs, des experts de la NASA. Et donc, ces jeunes, on peut rencontrer par exemple un des anciens administrateurs de la NASA. C'est des ateliers éducatifs où ils apprennent à faire une frise du système solaire, à reconstruire des cadences solaires, à faire des maquettes de systèmes solaires. Donc tout ça. Et leur apporter une surprise par l'intérêt que ça suscite auprès de ces jeunes? Oui, parce que d'une part, ils ne s'attendaient pas du tout à faire ce type d'atelier, d'activité, mais aussi parce que, ne serait-ce que le système solaire, quand ils se rendent compte des distances qu'il y a, ça leur fait voir le ciel d'une autre manière, parce que les distances sont déjà énormes dans le système solaire. Donc, on parle du système solaire et on va vers notre galaxie, la Voie lactée. Après, il y a d'autres galaxies qui se trouvent à des milliards de kilomètres. Enfin, de milliards de kilomètres. C'est vraiment comme si c'était un sentiment d'étourdissement, en fait, qu'ils avaient. Autre engagement de votre part, engagement cette fois pour le développement du Mali, le pays d'origine de vos parents. Vous avez lancé sur place le projet entrepreneurial Connected Eco pour optimiser l'usage de l'eau sur place. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, alors au Mali, dans d'autres pays de la région, au moins 80% de la population travaille dans le secteur agricole. Et en fait, ce que je souhaitais faire, c'était pouvoir optimiser l'irrigation dans le secteur agricole, mais aussi faire en sorte que ce soit automatisé et vraiment que les ressources en eau soient utilisées proprement. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs qui prennent des mesures du champ et qui sont capables de déterminer avec précision les besoins en temps réel du champ. Vous avez récemment été prise dans un programme de l'US National Science Foundation, la Fondation nationale américaine pour la science, un programme qui va vous permettre d'élargir encore vos compétences. Dans quelle mesure et quels sont ces projets de court terme? Alors, ce programme qui s'appelle AstroAxel a pour vocation à me faire monter en compétences, notamment dans le domaine de la médiation scientifique appliquée à l'astronomie, puisque c'est vrai que avec mon association, on opère surtout en Seine-Saint-Denis, mais on a aussi une antenne à Bamako. Et le but, en fait, c'est d'élargir la culture scientifique liée à l'astronomie dans les pays francophones. Et on imagine que vous allez avoir besoin d'aide. Vous n'allez pas pouvoir faire ça toute seule? Et clairement. Donc oui, beaucoup d'aide et de ressources humaines et financières.
Merci infiniment Fatoumata Kébé d'être venue ce soir nous voir sur France 24. Merci aussi pour la leçon d'astronomie. Avec plaisir. Très pédagogique, et je rappelle donc ce magnifique ouvrage, Au-delà du ciel, que vous venez de sortir donc aux éditions Les Arènes, accessible même, on le rappelle, aux plus jeunes. C'est la fin de cet entretien à retrouver sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24. Prochain point complet sur l'actualité dans quelques minutes.